j'ai franchi la porte d'entrée de la maison de mon enfance, épuisé par 3 jours de débogage de code lors d'une conférence client à Denver, m'attendant à entendre le tintement familier du collier de Charlie et à sentir sa fourrure dorée contre mes jambes. Au lieu de cela, le silence m'a accueilli. Mon cœur est tombé dans mon estomac alors que j'appelais son nom, ma voix résonnant dans le couloir vide. Maman est apparue de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon, portant cette expression qu'elle avait l'habitude d'avoir quand elle annonçait de mauvaises nouvelles concernant des vacances en famille annulées. « Nous l'avons vendu », a-t-elle dit aussi nonchalamment que si elle discutait de la météo. « Les enfants de ta sœur avaient besoin de nouveaux téléphones. Tu t'en remettras. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Charlie n'était pas un objet. C'était mon meilleur ami, mon compagnon pendant ma récente rupture, ma raison de rester temporairement dans cette maison. Quand j'ai demandé où il était, ils ont pris ça à la rigolade. Pas moi. Le rire résonnait encore dans mes oreilles 2 heures plus tard alors que j'étais assis dans mon ancienne chambre, fixant le panier vide du chien dans le coin. Charlie y dormait depuis 2 mois pendant que je reconstruisais ma vie après que Jessica m'a quitté. Maintenant, même ce petit réconfort avait été arraché par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Maman a frappé au cadre de ma porte, tenant toujours ce torchon exaspérant. « Bobby, tu as 28 ans. Il est temps que tu apprennes que parfois nous devons faire des choix difficiles pour la famille. » Des choix difficiles. Je me suis levé si vite que ma chaise de bureau a roulé en arrière. « Tu as vendu mon chien sans me demander, sans même me dire que tu y pensais. » Elle a haussé ses cheveux gris, attrapant la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers ma fenêtre. Nous avions besoin d'argent, et les filles d'Emma suppliaient pour avoir ces nouveaux smartphones. Madison et Morgan commencent le collège, et toutes leurs amies en ont. Donc, tu as vendu Charlie pour de l'argent de téléphone. Les mots avaient un goût amer. Combien en as-tu tiré ? 1600 $, a-t-elle dit fièrement, comme si elle avait négocié une affaire brillante. L'homme qui l'a acheté semblait très gentil. Il avait des petits-enfants qui voulaient un chien. J'avais la nausée, 1600 $. Charlie valait plus que ça, juste en frais vétérinaires l'année dernière. J'avais dépensé 2000 $ pour son opération d'urgence quand il a mangé une balle de tennis l'été dernier. Mais plus que ça, il n'avait pas de prix pour moi. Il avait été mon compagnon constant pendant l'université, pendant le début de ma carrière de développeur de logiciels, à travers chaque chagrin d'amour et célébration de ma vie d'adulte. Où est-il ? Ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. L'expression de maman a changé, mal à l'aise. Je ne vois pas pourquoi ça compte maintenant. Parce que je vais le récupérer. Elle a ri à nouveau. Ce même son dédaigneux qui m'avait transpercé en bas. Bob, nous avons déjà dépensé l'argent. Emma a acheté les téléphones hier. Comme invoqué par son nom, ma sœur Emma a fait irruption par la porte d'entrée, sa voix portant jusqu'en haut des escaliers. Maman, où as-tu mis les chargeurs de téléphone ? Puis, remarquant ma voiture dans l'allée, elle a crié plus fort, Bobby est de retour. C'était comment Denver ? Je ne pouvais pas répondre. J'étais trop occupé à ouvrir Instagram sur mon téléphone, cherchant tout ce qui pourrait me donner un indice sur l'endroit où Charlie était allé. Emma est apparue dans l'encadrement de ma porte quelques instants plus tard, flanquée de ses filles jumelles de 12 ans, Madison et Morgan, toutes deux serrant des iPhones flambant neufs dans des coques scintillantes. « Oncle Bobby » a crié Madison en agitant son téléphone. « Regarde ce que grand-mère nous a offert. » La vue de ces téléphones m'a serré la poitrine. La vie de Charlie avait été échangée contre 2 rectangles de verre et de métal qui seraient obsolètes dans 2 ans. Emma a remarqué mon expression et a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle demandé, ses cheveux blonds tirés en arrière dans la même queue de cheval qu'elle portait depuis le lycée. « Il est contrarié à cause du chien », a expliqué maman en levant les yeux au ciel. Le froncement de sourcils d'Emma s'est accentué. « Sérieusement, Bobby, tu es dramatique pour un chien. Maman nous a rendu service à tous. » Cette chose perdait ses poils partout et aboyait la nuit. Charlie n'aboyait jamais la nuit, ai-je dit en serrant les dents. Peu importe, a dit Emma en examinant ses ongles manucurés. Tu devrais être reconnaissant que nous t'ayons aidé à prendre un peu de responsabilité. Peut-être que maintenant tu arrêteras de vivre comme un étudiant et que tu grandiras vraiment. La cruauté de ces mots a frappé plus fort que n'importe quel coup physique. C'était ma sœur qui se faufilait dans ma chambre pendant les orages parce qu'elle avait peur,
à qui j'avais appris à faire du vélo et aider pour ses devoirs tous les soirs au lycée. Maintenant, elle me regardait comme si j'étais un enfant pathétique faisant un caprice. Le camion de papa s'est garé dans l'allée et j'ai entendu ses pas lourds sur le porche. David Martinez avait travaillé dans la construction pendant 30 ans et ça se voyait à ses mains tannées et son plissement d'yeux permanent. Il est apparu dans l'encadrement de ma porte, portant toujours son casque de chantier et son gilet réfléchissant. « C'est quoi tout ce remue-ménage ?» a-t-il demandé en posant sa glacière. « Bob fait une crise à propos du chien », a dit Emma, en mimant des guillemets pour le mot crise. Papa m'a regardé avec la même déception que j'avais vue quand j'avais choisi l'informatique au lieu de le suivre dans la construction. « Fils, tu as presque 30 ans. Il est temps que tu apprennes que la famille passe avant tout. » Ces filles avaient besoin de téléphone pour l'école et nous avons tous dû faire des sacrifices. Je n'ai fait aucun sacrifice, ai-je dit, ma voix s'élevant. Tu l'as fait pour moi. Tu as vendu mon chien pendant que je travaillais pour payer ma chambre et ma pension ici. Notre maison, notre décision, a dit papa fermement. Peut-être que cela te motivera à avoir ton propre endroit plus vite. J'ai fixé ces gens qui partageaient mon ADN, me demandant quand ils étaient devenus des étrangers. Les jumelles jouaient toujours avec leur téléphone, complètement inconscientes de la dévastation que leur cadeau avait causée. Emma faisait défiler les réseaux sociaux, postant des photos des filles avec leurs nouveaux appareils. Maman était retournée à la cuisine pour commencer le dîner, fredonnant comme si de rien n'était. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à fouiller chaque groupe Facebook local, annonces Craigslist et sites d'adoption d'animaux que je pouvais trouver. J'ai posté la photo de Charlie dans des groupes d'animaux perdus même s'ils n'étaient pas techniquement perdus. J'ai appelé 3 refuges pour animaux en le décrivant en détail. Personne n'avait vu de Golden Retriever correspondant à sa description. Il était passé minuit quand j'ai trouvé le premier indice. Une publication Facebook dans un groupe d'échange d'animaux montrait une vidéo d'un Golden Retriever qui ressemblait exactement à Charlie. La publication provenait d'un compte appartenant à Tyler Hendry, un jeune de 17 ans dont le profil était plein de contenu inquiétant. La vidéo montrait le chien attaché à un poteau dans une arrière-cour boueuse avec Tyler montrant un collier électrique qu'il venait d'acheter. Entraîner mon nouveau chien à être plus obéissant. La légende disait, l'ancien propriétaire l'a trop gâté. J'ai regardé la vidéo de 10 secondes 12 fois, mon cœur se brisant un peu plus à chaque relecture. La queue de Charlie ne remuait pas. Sa tête était basse, les oreilles aplaties contre son crâne d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas mon chien confiant et heureux qui accueillait chaque matin avec enthousiasme et traitait chaque personne qu'il rencontrait comme un meilleur ami potentiel. L'horodatage de la vidéo datait d'hier après-midi. Moins de 24 heures après que ma famille l'ait vendu, Charlie souffrait déjà aux mains de quelqu'un qui le voyait comme un objet à contrôler plutôt qu'une âme à aimer. J'ai fait une capture d'écran de la vidéo et du profil, mes mains tremblant alors que je sauvegardais la preuve. La localisation de Tyler était indiquée à Millbrook, une petite ville à environ 45 minutes à l'ouest d'ici. Son profil montrait des dizaines de publications sur des techniques de dressage pour chiens, la plupart impliquant punition et domination plutôt que renforcement positif. J'avais trouvé Charlie. Maintenant, je devais trouver comment le ramener à la maison. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle au travail pour la première fois en 3 ans. Je ne pouvais pas me concentrer sur le débogage de JavaScript quand Charlie était torturé par un adolescent avec un complexe de Dieu. J'ai retiré $2000 de mon compte d'épargne, assez pour racheter Charlie et couvrir tout frais de dérangement que la famille Hendrix pourrait exiger. Le trajet jusqu'à Millbrook m'a fait traverser une campagne de plus en plus rurale, passant devant des fermes équestrées des parcs de mobil-homes qui avaient connu de meilleures décennies. Mon GPS m'a conduit sur un chemin de gravier bordé de boîtes aux lettres rouillées et de fossés envahis par la végétation. La propriété Rick se trouvait au bout d'une longue allée, une remorque simple large entourée de voitures en panne et de pièces de machines. Je me suis garé derrière un pick-up Ford qui avait plus de rouille que de peinture d'origine et j'ai pris une profonde inspiration avant de m'approcher de la porte d'entrée. Une femme dans la quarantaine a répondu, portant une robe de chambre tachée et une cigarette pendant à ses lèvres. Ses cheveux grisonnants étaient tirés en arrière avec un chouchou, et elle m'a regardé avec suspicion. « Vous vendez quelque chose ?» a-t-elle demandé, ne prenant pas la peine d'enlever la cigarette. « Non, madame. Je suis en fait ici pour un chien que vous avez récemment acheté. Un Golden Retriever nommé Charlie. » Son expression est passée à l'agacement. « Si vous êtes ici pour vous plaindre du bruit, il est calme depuis que Tyler a commencé à utiliser le collier électrique.
Mon estomac s'est noué. Je ne me plains pas. Je suis son propriétaire d'origine, et j'aimerais le racheter. J'ai apporté de l'argent liquide. Janet Hendricks m'a regardé de haut en bas, calculant quelque chose derrière ses yeux fatigués. Combien d'argent? 2000 $, ai-je dit en sortant l'enveloppe. Elle a ri d'un son dur qui m'a rappelé le rire dédaigneux de ma famille hier. Chérie, tu arrives environ 3 jours trop tard. Tyler s'est lassé de ce chien plus vite qu'un gamin se lasse de ses jouets de Noël. Nous l'avons déjà vendu à un gars qui est passé lundi matin. Mon cœur s'est arrêté. Vous l'avez déjà revendu. 600 $, a-t-elle dit, tirant une longue bouffée de sa cigarette. Le chien demandait trop de travail de toute façon. N'arrêtez pas d'essayer de se libérer de sa chaîne. Ne voulait pas manger la nourriture bon marché qu'on lui a achetée. Tyler a dit qu'il était défectueux ou quelque chose comme ça. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Pouvez-vous me dire qui l'a acheté? J'ai vraiment besoin de le trouver. Janet a haussé les épaules. Un gars plus âgé avec un pick-up déglingué. N'ai pas demandé son nom. M'en foutais. Il avait du liquide et voulait que le chien parte ce jour-là. A dit quelque chose sur le fait d'avoir besoin d'un chien pour sa propriété ou quelque chose comme ça. J'ai regardé par-dessus son épaule vers l'arrière-cour où je pouvais voir une lourde chaîne encore attachée à un piquet en métal enfoncé dans le sol boueux. Des gamelles de nourriture étaient à proximité, l'une remplie de ce qui ressemblait à des croquettes moisies, l'autre complètement sèche. La vue m'a donné mal au ventre. Vous souvenez-vous d'autre chose à son sujet? À quoi il ressemblait? Quel genre de camion? Écoute, gamin. Janet a dit, sa patience s'épuisant clairement. J'ai 3 autres chiens là-bas et 2 ados qui mangent tout dans la maison plus vite que je ne peux acheter. Je ne garde pas trace de chaque personne qui se présente ici avec de l'argent. Le chien est parti. Fais avec. Elle a commencé à fermer la porte, mais j'ai avancé d'un pas. S'il vous plaît, ce chien signifie tout pour moi. Pouvez-vous au moins me dire dans quelle direction il est allé? Je pense, a-t-elle dit, perdant déjà tout intérêt. Le gars a mentionné quelque chose sur le fait d'avoir une propriété vers la frontière de l'État. La porte s'est fermée violemment, me laissant debout sur le porche en bois affaissé avec 2000 $ en liquide et aucun moyen de trouver Charlie. J'ai fait le tour de l'arrière-cour pour regarder où il avait été gardé, et la vue m'a brisé le cœur encore plus. La chaîne était assez lourde pour ancrer un bateau, et le sol autour du piquet était usé à nu par les allées et venues de Charlie en cercle. Des marques de griffures sur les arbres voisins montraient où il avait essayé de grimper ou de s'échapper. J'ai pris des photos de tout, bien que je ne sois pas sûr pourquoi. Des preuves peut-être pour une future confrontation avec ma famille sur ce à quoi leur décision avait mené, ou juste la preuve que ce cauchemar se produisait vraiment. Le trajet du retour a semblé plus long que l'aller. Mon esprit passait en revue les possibilités. Un homme avec une propriété vers la frontière de l'État pouvait être n'importe qui. Il y avait des centaines de fermes et de propriétés rurales dans cette direction, et Charlie pouvait être dans n'importe laquelle d'entre elles. Ou pire, il pouvait déjà être en route vers un autre endroit si c'était une sorte de manège. Quand je suis rentré, ma famille était réunie autour de la table du dîner en riant de quelque chose que Morgan avait dit à l'école. La normalité de la scène semblait obscène après ce que je venais de voir. Ces gens mangeaient le rôti de maman et partageaient des histoires sur leur journée pendant que Charlie était Dieu sait où, possiblement maltraité par son 3e propriétaire en moins d'une semaine. C'était comment le travail, a demandé maman sans lever les yeux de son assiette. Je ne suis pas allé travailler, ai-je dit, debout dans l'encadrement de la cuisine. Je suis allé chercher Charlie. Les rires ont cessé. Papa a posé sa fourchette et m'a fixé d'un regard sévère. Bob, tu dois laisser tomber. Laisser tomber. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré la vidéo de Tyler. Voilà ce qui lui est arrivé au premier endroit. Ils ont utilisé des colliers électriques sur lui et l'ont gardé enchaîné dans une fosse de boue. Emma a jeté un coup d'œil à la vidéo et a haussé les épaules. Les chiens sont résistants. Il s'adaptera. Ils l'ont déjà revendu. J'ai continué, ma voix devenant plus forte. À un étranger pour 600 $. Il a été passé de main en main comme un bien meuble et personne ne sait où il est maintenant. Madison a levé les yeux de son téléphone. Oncle Bobby, tu es vraiment négatif. Tu ne peux pas juste être heureux pour nous?
L'innocence de sa question m'a frappé comme une gifle. Ces enfants avaient été élevés pour voir leur cadeau comme complètement séparé de la souffrance de Charlie. Pour elle, il n'y avait aucun lien entre leur bonheur et sa misère. Votre bonheur a coûté la vie à Charlie, ai-je dit doucement. Papa a frappé du poing sur la table, faisant teinter la vaisselle. Ça suffit. Tu contraries les filles pour un animal que tu ne pouvais même pas te permettre de loger correctement. J'économisais de l'argent pour avoir mon propre endroit, ai-je dit. Charlie était temporaire ici pendant que je me remettais sur pied après la rupture. Eh bien, maintenant tu n'as plus cette excuse, a dit Emma, retournant son attention à son téléphone. Peut-être que c'est la poussée dont tu avais besoin pour vraiment avancer dans ta vie. J'ai regardé autour de la table ces gens avec qui j'avais grandi, partagé d'innombrables repas, célébré des anniversaires et des fêtes. Maintenant, ils me regardaient comme si j'étais un étranger instable qui avait erré dans leur maison. Vous savez quoi, ai-je dit, me dirigeant vers les escaliers. Vous avez raison. C'est exactement la poussée dont j'avais besoin. J'ai passé cette nuit à rechercher des opérations de revente de chiens en ligne, apprenant sur les réseaux de personnes qui achètent et revendent des animaux rapidement pour le profit. J'ai lu des histoires d'horreur sur des chiens vendus à des rings de combat, des usines à chiots, et des gens qui les utilisaient comme chiens de garde ou pire. Plus j'apprenais, plus j'étais terrifié par ce qui aurait pu arriver à Charlie. Mais j'ai aussi appris qu'il y avait des moyens de traquer ces opérations, des moyens de trouver des modèles et des connexions qui pourraient me mener à mon chien. Cela prendrait du temps, de la patience, et probablement des risques auxquels je n'étais pas à l'aise de penser encore. J'allais trouver Charlie peu importe ce qu'il en coûterait. Et quand je le ferai, je ne laisserai plus jamais personne lui faire du mal. Au cours de la semaine suivante, je me suis jeté dans l'enquête sur le réseau souterrain de revente de chiens dans notre région. J'ai créé de faux profils sur les réseaux sociaux pour rejoindre des groupes privés où les gens échangeaient et vendaient des animaux. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Il y avait des dizaines de personnes comme Tyler et Janet Hendry achetant des chiens à des familles qui avaient besoin d'argent rapide et les revendant au plus offrant en quelques jours. La plupart des acheteurs ne posaient pas de questions sur la provenance des chiens ou leur destination. C'était une économie de l'ombre construite sur le traitement des animaux comme des marchandises jetables. J'ai trouvé 3 autres familles dans les comtés voisins qui avaient vendu des chiens au même homme que Janet avait décrit. Une femme nommée Carol Phillips avait vendu son Beagle âgé à quelqu'un correspondant à sa description il y a tout juste 2 semaines. Elle pleurait quand elle m'en a parlé au téléphone. Il semblait assez gentil, a-t-elle dit à travers ses larmes. A dit qu'il avait une ferme et voulait un chien de compagnie, mais quelque chose semblait clocher chez lui. Vous savez, il était trop pressé, trop rapide avec l'argent. Carol m'a donné la même description que Janet. Homme blanc d'âge moyen, pick-up déglingué. A mentionné avoir une propriété vers la frontière de l'État, mais elle a ajouté un détail crucial que Janet avait manqué. Il avait un autocollant sur le pare-choc. Elle a dit quelque chose sur le soutien aux entreprises locales, et il y avait une bosse dans la porte côté conducteur comme si quelqu'un l'avait frappé avec une batte de baseball. J'ai ajouté cette information au carnet que j'avais commencé à tenir avec des photos, des chronologies et des informations de contact pour tous ceux à qui j'avais parlé. Le mur de ma chambre commençait à ressembler à quelque chose d'un drame policier couvert de cartes et de notes reliées par une ficelle rouge. La percée est venue quand j'ai rencontré le docteur Patricia Wells à l'hôpital vétérinaire d'urgence, où j'avais emmené Charlie pour son opération de la balle de tennis. Elle travaillait tard un vendredi soir quand je suis passé avec des photos de Charlie et la vidéo de Tyler. Je suis vétérinaire depuis 20 ans, a-t-elle dit, ses yeux gentils se durcissant en regardant la vidéo du collier électrique. Et j'ai vu ce qui arrive aux chiens quand ils finissent entre de mauvaises mains. Elle m'a conduit à son bureau et a sorti un dossier marqué cas de maltraitance suspectée. À l'intérieur se trouvaient des photos et des rapports qui m'ont fait souhaiter n'avoir jamais commencé cette enquête. Les Golden Retrievers sont particulièrement vulnérables, a-t-elle expliqué. Leur nature douce et leur désir de plaire en font des cibles parfaites pour les gens qui veulent exploiter cette confiance. Elle m'a montré de la documentation sur ce qu'on appelle les chiens d'appât, utilisés dans les rings de combat pour entraîner des chiens agressifs. Les images étaient si horribles que j'ai dû détourner le regard, mais elle s'est assurée que je comprenne ce à quoi Charlie pourrait faire face. L'homme que vous décrivez ressemble à Roy Martinez, a-t-elle dit, sortant un autre dossier. Il est sur notre radar depuis des mois. Achète des chiens doux et bien dressés et les vend à des gens qui n'ont pas leurs meilleurs intérêts à cœur. Mon sang s'est glacé. Quel genre de gens? Des rings de combat principalement.
Ils utilisent des chiens comme Charlie pour entraîner leurs combattants. Les chiens doux ne ripostent jamais, ce qui les rend parfaits pour enseigner l'agression sans risque pour les précieux animaux de combat. J'ai cru que j'allais être malade. Charlie, qui n'avait jamais montré d'agression envers quelque chose de plus menaçant qu'un papillon, était potentiellement utilisé comme un punching ball vivant pour des tueurs entraînés. Avez-vous signalé cela à la police? Ai-je demandé. Le docteur Wells a ri amèrement. Plusieurs fois. Ils disent toujours qu'il n'y a pas assez de preuves ou qu'ils ne peuvent pas obtenir de mandat ou que le tuyau ne mène à rien. Pendant ce temps, plus de chiens disparaissent chaque semaine. Elle m'a donné la dernière adresse connue de Roy et une description de son camion, Ford F-150 bleu foncé du milieu des années 90, multiples bosses, autocollant Murphy S Autopart. Elle m'a aussi prévenu d'être prudent. Roy a des connexions, a-t-elle dit. Des gens qui protègent son opération en échange d'argent ou de faveurs. Si vous allez chercher votre chien, n'y allez pas seul. J'ai conduit chez moi cette nuit-là l'esprit en ébullition. La trahison décontractée de ma famille avait mené Charlie dans un cauchemar que je pouvais à peine comprendre. Pendant qu'Emma postait des stories Instagram sur les nouveaux téléphones des jumelles, et que maman planifiait le dîner de Thanksgiving, Charlie se battait potentiellement pour sa vie dans un spectacle d'horreur souterrain. Quand je suis rentré, Emma m'attendait dans le salon avec une expression sérieuse que je n'avais pas vue depuis notre adolescence. Nous devons parler, a-t-elle dit, tapotant le canapé à côté d'elle. Je me suis assis à contre-cœur, m'attendant à une autre leçon sur le fait de tourner la page et de grandir. Bobby, je m'inquiète pour toi. Elle a commencé, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été toute la semaine. Maman dit, tu es obsédé par cette histoire de chien, appelant des inconnus et conduisant dans des endroits bizarres. Son nom était Charlie, ai-je dit. Et je ne suis pas obsédé. J'essaie de lui sauver la vie. Emma a soupiré. Écoute, je comprends que tu l'aimais. Mais tu commences à faire peur aux filles avec toutes ces histoires de combats de chiens et de maltraitance. Madison m'a demandé hier si quelqu'un allait leur enlever leurs animaux. Les jumelles avaient 2 chats, Sparkle et Princess, qui vivaient des vies d'intérieur choyées et n'avaient jamais connu un moment de difficulté. L'idée qu'elle s'inquiétait pour la sécurité des animaux tout en étant complètement inconsciente de leur rôle dans la souffrance de Charlie était presque trop à supporter. Peut-être qu'elle devrait avoir peur, ai-je dit. Peut-être qu'elle devrait comprendre que leur bonheur a eu un coup. L'expression d'Emma s'est durcie. C'est exactement de ça que je parle. Tu essaies de faire culpabiliser des enfants d'avoir reçu des cadeaux de leur grand-mère. Ce n'est pas sain, Bobby. Vendre le meilleur ami de quelqu'un sans permission ne l'est pas non plus. Ce n'était pas juste quelqu'un. Emma a claqué. C'était la décision de maman concernant la maison de maman. Tu es un invité ici, souviens-toi? Tu as perdu le droit de faire des demandes quand tu es retourné vivre chez tes parents à 28 ans. Ces mots ont piqué parce qu'ils contenaient juste assez de vérité pour blesser. J'étais retourné à la maison temporairement après le départ de Jessica, et j'étais en retard sur mon plan pour avoir mon propre endroit. Mais cela ne leur donnait pas le droit de vendre Charlie. Je vais le trouver, ai-je dit, me levant pour mettre fin à la conversation. Et ensuite quoi? A demandé Emma. Disons que tu retrouves ce chien. Quel est ton plan? Entrer par effraction chez quelqu'un et le voler, te faire arrêter, ruiner ta carrière pour un animal? Je n'avais pas de bonne réponse à cette question, ce qu'Emma a clairement pris comme une confirmation que j'étais irrationnel. Bobby, tu as besoin de parler à quelqu'un. Elle a dit, ce n'est pas un comportement normal. Les gens sains ne gâchent pas leur vie pour des animaux. J'ai quitté la pièce sans répondre, mais ces mots m'ont suivi à l'étage. Est-ce que je perdais la tête? Est-ce que je planifiais vraiment de tout risquer pour un chien que ma propre famille considérait comme jetable? J'ai regardé le mur d'enquête dans ma chambre, couvert de cartes et de photos et de chronologies qui auraient eu du sens pour un détective, mais qui semblaient probablement folles pour n'importe qui d'autre. Peut-être qu'Emma avait raison. Peut-être que je glissais dans quelque chose de malsain et d'obsessif. Mais ensuite je me suis souvenu de la vidéo de Charlie avec sa tête basse et ses oreilles aplaties, semblant vaincu d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Je me suis souvenu des dossiers du docteur Wells pleins de photos montrant ce qui arrivait aux chiens comme Charlie quand personne ne se battait pour eux. Charlie ne pouvait pas se battre pour lui-même. Il avait été élevé depuis des générations pour faire confiance aux humains et leur plaire. Si je ne me battais pas pour lui, personne ne le ferait. J'ai pris mon carnet et j'ai commencé à planifier mon prochain coup.
Emma pouvait appeler ça obsessionnel. Mes parents pouvaient appeler ça immature. Mais j'allais trouver Roy Martinez et j'allais ramener Charlie à la maison. Même si ça devait me coûter tout. Il m'a fallu 2 semaines de plus à suivre des pistes et à surveiller des lieux avant de trouver l'opération de Roy Martinez. L'adresse que le Dr Wells m'avait donnée menait à une maison abandonnée, mais j'ai fait du porte-à-porte dans le quartier jusqu'à ce que je trouve une femme qui se souvenait du camion de Roy garé derrière le vieux entrepôt Riverside Packaging à la périphérie de la ville. J'ai passé 3 nuits assis dans ma voiture de l'autre côté de la rue de cet entrepôt, buvant du café d'un thermos et luttant contre le doute sur ce que je faisais. Les mots d'Emma continuaient de résonner dans ma tête. Est-ce que j'étais vraiment sur le point de tout risquer pour un chien? Mais chaque fois que j'envisageais d'abandonner, je pensais aux yeux bruns confiants de Charlie et à la façon dont il avait l'habitude de m'accueillir après de longues journées de travail, la queue remuant si fort que tout son corps se tortillait de joie. La 4e nuit, j'ai vu le camion de Roy entrer dans le parking de l'entrepôt à 23h30. Le F-150 bleu foncé était exactement comme le Dr Wells l'avait décrit, jusqu'à l'autocollant Murphy S Auto par et la bosse dans la porte côté conducteur. Mon cœur a commencé à battre la chamade alors que d'autres véhicules arrivaient au cours de l'heure suivante. Des pick-up, des SUV, même quelques berlines chères qui semblaient déplacées dans cette friche industrielle. J'ai attendu que le parking soit plein, puis je me suis approché à pied, restant dans les ombres projetées par les bâtiments voisins. L'entrepôt était abandonné depuis des années, ses fenêtres placardées et des mauvaises herbes poussant à travers les fissures du quai de chargement. Mais ce soir, de la lumière s'échappait par les interstices des planches, et je pouvais entendre des bruits qui me glaçaient le sang, aboiements, cris, et rugissements occasionnels d'approbation de ce qui ressemblait à une foule. J'ai trouvé une planche lâche sur le côté du bâtiment et réussi à créer un espace juste assez large pour regarder à travers. Ce que j'ai vu à l'intérieur me hantera pour le reste de ma vie. Le sol de l'entrepôt avait été converti en arène de fortune avec une fosse circulaire entourée de gradins en bois bondés de gens criant et agitant de l'argent. Au centre, 2 chiens tournaient l'un autour de l'autre, saignant tous 2 de multiples blessures. L'un était un mélange de pitbull cicatrisé. L'autre ressemblait à ce qui aurait pu être un animal de compagnie autrefois. Mais ce n'étaient pas les chiens de combat qui me rendaient malade. C'était ce que je voyais dans l'ombre autour de l'arène, des cages pleines d'animaux attendant leur tour. Certains semblaient avoir été élevés pour le combat, tout en muscles et cicatrices. D'autres ressemblaient à Charlie, des races douces qui n'avaient rien à faire dans cet endroit. J'ai scanné les cages frénétiquement cherchant une fourrure dorée et des marques familières. L'éclairage était mauvais et il y avait des dizaines d'animaux, mais j'ai continué à chercher jusqu'à ce que je le trouve. Charlie était dans une cage près du fond, pressé contre le coin le plus éloigné, la queue entre les jambes. Son magnifique pelage doré était emmêlé et sale, et je pouvais voir des blessures fraîches sur son visage et ses pattes. Mais ce furent ses yeux qui m'ont complètement brisé le cœur. La lumière s'en était allée. Ce n'était pas le chien confiant et heureux que j'avais élevé depuis qu'il était chiot. C'était un animal brisé qui avait appris que les humains étaient des sources de douleur plutôt que d'amour. Je voulais crier. Je voulais charger dans cet entrepôt et déchiqueter tous ceux qui lui avaient fait du mal. Mais je me suis forcé à rester calme et à observer. Je devais comprendre la disposition, la sécurité, les modèles de mouvement. Si j'allais sauver Charlie, j'avais besoin d'un plan qui fonctionnerait. J'ai compté au moins 30 personnes dans la foule, plus plusieurs hommes qui ressemblaient à la sécurité stationnée autour du périmètre. Roy Martinez était facile à repérer, un homme corpulent dans la cinquantaine portant un chapeau de cow-boy et des bottes prenant les paris et dirigeant le flux d'argent. Les combats semblaient suivre un horaire avec différents animaux sortis pour différents événements. J'ai observé pendant 2 heures en prenant des notes mentales sur tout ce que je voyais. Les gardes de sécurité portaient des talkie-walkie, mais pas d'armes visibles. Il y avait une porte arrière qui semblait moins surveillée que l'entrée principale. Plus important encore, les combats semblaient diminuer vers 2 heures du matin avec les gens filtrant progressivement plutôt que tous à la fois. Quand j'ai finalement rampé jusqu'à ma voiture, mes mains tremblaient de rage et d'adrénaline. Je me suis assis sur le parking d'un dîner ouvert 24h24 à 8 km de là, essayant de traiter ce dont j'avais été témoin et de trouver mon prochain coup. Je savais que je devrais appeler la police. C'était clairement illégal, et il y avait des dizaines d'animaux souffrant dans cet entrepôt. Mais les avertissements du Dr Wells sur les connexions de Roy résonnaient dans mon esprit. Et si la police était impliquée? Et si les appelés donnaient juste à Roy un avertissement avancé pour déplacer son opération ailleurs? J'ai décidé de tâter le terrain.
J'ai appelé la ligne non urgente de la police et demandé à parler à quelqu'un d'un tuyau sur la cruauté envers les animaux. Le répartiteur m'a passé le détective Michael Torres, qui a écouté mon histoire avec ce qui ressemblait à un désintérêt ennuyé. Donc, laissez-moi bien comprendre, a dit Torres après que j'ai fini de décrire ce que j'avais vu. Vous étiez en train d'entrer sans autorisation sur une propriété privée, d'espionner par les fenêtres, et maintenant vous voulez que nous fassions une descente dans un entrepôt sur votre parole. J'ai des photos. J'ai menti en souhaitant avoir pensé à apporter un appareil photo avec un zoom. Photo de quoi exactement? Chiens dans des cages. Ce n'est pas illégal, fils. Les gens élèvent des chiens pour toutes sortes de raisons. Quelque chose dans son ton a déclenché des sonnettes d'alarme dans ma tête. Ce n'était pas la réponse que j'attendais de quelqu'un entendant parler de cruauté organisée envers les animaux. Détective Torres, j'ai vu des chiens se battre dans une fosse pendant que des gens pariaient de l'argent sur eux. C'est définitivement illégal. Écoute, gamin. Torres a dit, sa patience s'épuisant clairement. Nous recevons tout le temps des tuyaux sur des combats de chiens. 90% d'entre eux s'avèrent être des disputes de voisinage ou des gens qui ne comprennent pas les opérations d'élevage légitimes. À moins que vous n'ayez des preuves solides de crimes réels commis, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Qu'est-ce qui constituerait une preuve solide? Ai-je demandé. Il y a eu une pause qui a duré trop longtemps. Des images vidéo aideraient. Multiples témoins, preuves physiques de jeu ou de maltraitance animale qui tiendraient devant un tribunal. Il demandait des choses qui seraient presque impossibles à obtenir en toute sécurité pour un civil. J'avais l'impression qu'il essayait de me décourager de poursuivre plus loin. Pouvez-vous au moins vérifier l'entrepôt? J'ai insisté. Passez devant et voir si quelque chose semble suspect. Je vais en prendre note, a dit Torres sur un ton qui suggérait qu'il passait déjà à autre chose. Mais à moins que nous ayons une cause probable pour un mandat, il n'y a pas grand-chose d'autre que nous puissions faire. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma voiture, me sentant plus seul que je ne l'avais jamais été de ma vie. Ma famille avait trahi Charlie pour de l'argent de téléphone. La police semblait réticente ou incapable d'aider. La seule personne se tenant entre Charlie et la torture continue était moi, et je n'avais aucune idée de ce dont j'étais capable. J'ai passé le reste de la nuit à faire des recherches sur le détective Torres en ligne. Ce que j'ai trouvé a rendu mes soupçons moins paranoïaques et plus justifiés. Torres avait fait l'objet d'une enquête des affaires internes il y a 2 ans pour avoir prétendument accepté des pots de vin d'entreprises locales. L'enquête avait été abandonnée faute de preuves, mais plusieurs articles de presse suggéraient qu'il y avait des inquiétudes continues concernant la corruption dans son unité. Au lever du soleil, j'avais pris ma décision. Si le système ne sauvait pas Charlie, je devrais le faire moi-même. J'ai conduit chez moi et me suis fait porter pâle au travail à nouveau, puis j'ai passé la journée à planifier la mission la plus importante de ma vie. J'allais entrer par effraction dans cet entrepôt et sauver mon chien, même si cela signifiait risquer tout ce qu'il me restait à perdre. J'ai passé 2 semaines à me préparer pour ce que je savais être une opportunité unique. J'ai acheté des vêtements sombres, du gaz poivré, un pied de biche et un petit coupe-boulon dans différents magasins de la ville, payant en liquide et évitant autant que possible les caméras de sécurité. J'ai étudié la disposition de l'entrepôt lors de multiples sessions de surveillance nocturne, chronométrant les rondes de sécurité et cartographiant chaque entrée et sortie. La partie la plus difficile était de maintenir un comportement normal à la maison, pendant que ma famille continuait son ignorance volontaire sur ce que leurs décisions avaient mis en branle. Emma postait des stories Instagram quotidiennes sur les activités des jumelles avec leur nouveau téléphone. Maman fredonnait en cuisinant le dîner. Papa regardait le football et se plaignait de son dos. Leur normalité décontractée semblait obscène quand je savais que Charlie souffrait à moins de 20 km. Tu travailles tard souvent, a mentionné maman un soir alors que je sortais pour une autre session de surveillance. Grosse échéance de projet, ai-je dit, ce qui n'était pas entièrement un mensonge. C'était le plus gros projet de ma vie. La nuit que j'ai choisie pour le sauvetage était sans lune et pluvieuse, offrant une couverture supplémentaire pour ce que j'allais tenter. Je me suis garé à 8 pâtés de maison et j'ai marché jusqu'à l'entrepôt en portant mes fournitures dans un sac à dos noir. Mon cœur battait si fort que je craignais que les gardes de sécurité ne l'entendent de l'autre côté du parking. J'ai attendu jusqu'à 2h30 du matin quand les combats étaient terminés et que la plupart de la foule s'était dispersée. Seul le camion de Roy et 2 autres véhicules restaient sur le parking. J'avais observé ce modèle auparavant.
Roi restait généralement tard pour compter l'argent et sécuriser les animaux pour le prochain événement. La porte arrière avait un simple cadenas que mes coupe-boulons ont géré facilement. Je me suis glissé à l'intérieur et j'ai immédiatement dû me couvrir le nez contre l'odeur accablante de sang, de déchets et de peur. L'arène était sombre maintenant, mais l'éclairage de secours fournissait assez d'illumination pour naviguer entre les rangées de cages. La plupart des animaux dormaient, épuisés par le stress et le traumatisme. Quelques-uns m'ont regardé avec des yeux méfiants alors que je passais devant leur prison. Je me sentais coupable de les laisser derrière, mais je savais que je ne pouvais gérer qu'un seul sauvetage ce soir, et Charlie devait être ma priorité. Je l'ai trouvé dans la même cage où je l'avais vu auparavant, recroquevillé dans le coin, le dos au monde. Quand j'ai chuchoté son nom, ses oreilles ont tressailli, mais il ne s'est pas retourné. Je l'ai chuchoté à nouveau, plus doucement, et finalement il a levé la tête pour me regarder. Pendant un moment, je n'étais pas sûr qu'il me reconnaisse. Ses yeux étaient ternes, et il n'y avait aucun signe de la reconnaissance joyeuse que j'avais toujours tenue pour acquise. Mais ensuite, sa queue a donné le plus faible remuement, et j'ai su qu'il se souvenait de moi malgré tout ce qu'il avait traversé. « C'est bon, mon garçon », ai-je chuchoté en travaillant sur la serrure de la cage. « Je te sors d'ici. » La serrure était plus complexe que celle de la porte, nécessitant une manipulation prudente avec mon pied de biche pour éviter de faire du bruit. Charlie me regardait travailler, gémissant doucement de temps en temps. Je pouvais voir plus clairement maintenant combien de poids il avait perdu, comment son pelage avait perdu son éclat, comment son esprit avait été systématiquement brisé par des semaines de cruauté. Quand la cage s'est enfin ouverte, Charlie ne s'est pas précipité dehors. Il a fallu l'amadouer, bougeant lentement et gardant la tête basse comme s'il s'attendait à une punition. J'ai glissé une laisse autour de son cou et l'ai conduit vers la porte arrière. Nous deux bougeons aussi silencieusement que possible sur le sol en béton. Nous étions à mi-chemin de la sortie quand j'ai entendu des voix venant de l'avant du bâtiment. Le rire distinctif de Roi a résonné dans l'entrepôt, suivi d'une conversation que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Je me suis figé, tenant Charlie près de moi, priant pour qu'il ne décide pas de vérifier les animaux avant de partir. Les voix se sont rapprochées, et j'ai entendu des pas se déplacer dans notre direction. J'ai regardé autour de moi désespérément pour trouver un endroit où me cacher, mais l'entrepôt était principalement un espace ouvert sans nulle part où dissimuler un homme et un chien. J'ai pris une décision en une fraction de seconde de continuer vers la porte arrière, espérant que nous pourrions nous glisser dehors avant que quiconque ne remarque. Nous étions à 3 mètres de la liberté quand la voix de Roi a retenti dans l'entrepôt. « Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on a là ?» Je me suis retourné pour voir Roi Martinez debout à 10 mètres, flanqué de 2 hommes plus jeunes qui semblaient passer leur temps libre à la salle de sport. Roi tenait une lampe de poche qui nous illuminait, Charlie et moi, dans un cercle de lumière crue. « Tu as choisi la mauvaise nuit pour une mission de sauvetage, héros », a dit Roi en s'approchant. « C'est un morceau d'inventaire précieux que tu essaies de voler. »« C'est mon chien », ai-je dit, surpris par la stabilité de ma voix. « Il a été volé et vendu illégalement. » Roi a ri. « J'ai payé un bon prix pour cet animal, honnêtement. J'ai l'acte de vente juste ici dans mon bureau. » Il a tapoté la poche de sa chemise. « Ce que tu fais en ce moment, c'est une effraction et un vol. C'est un crime grave, fils. » L'un de ses compagnons s'est avancé. « Tu veux que j'appelle les flics, Roi ?»« Pas encore, » a dit Roi, s'approchant toujours. « D'abord, je veux savoir depuis combien de temps ce garçon nous observe. On dirait qu'il en sait trop sur notre opération pour que ce soit une coïncidence. » Mon esprit a passé en revue les réponses possibles. Mais la vérité était que j'étais piégé. Charlie se pressait contre mes jambes, sentant le danger, même dans son état traumatisé. Je pouvais sentir l'eau de Cologne de Roi mélangée à la fumée de cigarette alors qu'il s'arrêtait à quelques mètres. « Voici ce qui va se passer », a continué Roi. « Tu vas remettre ce chien dans sa cage, et ensuite nous allons avoir une conversation sur le type de compensation que tu me dois pour les dommages à ma propriété. » Il a fait un geste vers la serrure cassée de la porte arrière et la cage ouverte de Charlie. Effraction, destruction de propriété, tentative de vol. Ça va te coûter d'une manière ou d'une autre. Je savais que je devrais être terrifié, mais à la place, j'ai senti un calme étrange s'installer en moi. J'avais trouvé Charlie et je ne partais pas sans lui, peu importe ce qu'il en coûterait. Je ne le remets pas, ai-je dit. L'expression de Roi s'est assombrie. Je ne pense pas que tu comprennes la situation dans laquelle tu es, gamin.
Je la comprends parfaitement, ai-je dit. Vous dirigez une opération de combat illégale qui torture des animaux pour le divertissement. Vous avez acheté mon chien à des gens qui n'avaient aucun droit de le vendre, et maintenant vous me menacez pour essayer de garder vos crimes cachés. Le visage de Roa est devenu rouge. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est là que j'ai entendu la chose la plus choquante de toutes, la voix de mon père venant de l'ombre près du bureau de Roa. Roa, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu crier. Papa est entré dans la lumière portant les mêmes vêtements de travail qu'il avait au dîner, semblant complètement à l'aise dans ce lieu d'horreur. Quand il m'a vu debout là avec Charlie, son expression est passée de la confusion à la colère, puis à ce qui ressemblait à de la peur. Bobby, qu'est-ce que tu fous là? Mon monde a basculé sur son axe. Papa, tu es. Qu'est-ce que tu es? C'est ton gamin Dave? A demandé Roa, et j'ai entendu la familiarité dans sa voix. Ce n'étaient pas des étrangers se rencontrant pour la première fois. Ils se connaissaient bien. Le visage de papa a blêmi en réalisant ce que j'avais découvert. Bob, tu dois partir tout de suite. Tu fais partie de ça, ai-je dit. Les pièces se mettant en place dans mon esprit. Tu as financé cette opération. Papa a regardé autour de lui frénétiquement comme s'il cherchait une issue de secours qui n'existait pas. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce que je pense, c'est que tu as aidé à vendre Charlie à des gens que tu savais qui allaient le torturer, ai-je dit, ma voix devenant plus forte. Ce que je pense, c'est que mon propre père est impliqué dans ce cauchemar. Roa regardait notre drame familial avec amusement, appréciant clairement le spectacle. Eh bien, cela complique les choses, n'est-ce pas, Dave? Papa s'est avancé, les mains levées comme s'il essayait de calmer un animal dangereux. Bobby, écoute-moi. C'est plus grand que tu ne le comprends. Tu ne peux pas juste entrer ici et tout perturber. Tout. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu veux dire ton investissement dans la torture animale? Ce n'est pas de la torture, a dit papa désespérément. C'est du sport. C'est la tradition. Les gens font ça depuis des centaines d'années. J'ai regardé Charlie se recroqueviller contre mes jambes avec des blessures couvrant son visage doux. Et puis de nouveau mon père. C'est ce que tu appelles du sport. Ce chien n'allait jamais être un combattant de toute façon. Roa est intervenu. Il est trop doux. Nous l'utilisons principalement pour entraîner les vrais champions. Les entraîner à faire quoi? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. À tuer, a dit Roa simplement. Ton petit garçon doré ici aide à apprendre à nos combattants comment viser la gorge rapidement et efficacement. J'ai senti quelque chose se briser en moi à ces mots. Pas juste mon cœur, mais quelque chose de plus profond. Une croyance fondamentale en la bonté des gens qui étaient censés m'aimer et me protéger. Tu savais, ai-je dit à papa, quand maman a vendu Charlie, tu savais exactement où il allait. Papa n'a pas pu croiser mon regard. Je pensais que peut-être ça t'apprendrait un peu de responsabilité. M'aider à grandir en torturant mon meilleur ami. C'est juste un chien, Bobby. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous comme une barrière physique. À ce moment-là, j'ai compris que mon père et moi vivions dans des univers moraux complètement différents et qu'il n'y avait pas de pont entre eux. J'ai aussi compris que j'allais probablement mourir dans cet entrepôt, mais que j'allais emmener Charlie avec moi d'une manière ou d'une autre. Ce que Roa et mon père ne savaient pas, c'est que j'enregistrais tout sur mon téléphone depuis le moment où j'étais entré dans l'entrepôt. L'appareil était glissé dans la poche de ma veste avec l'objectif de la caméra exposée et l'application d'enregistrement audio fonctionnant en continu. Chaque mot de leur confession était capturé. Tu sais ce qui doit se passer maintenant, Dave? A dit Roa, sa voix prenant un ton menaçant. Ton garçon en a trop vu. Il en sait trop. Le visage de papa est devenu encore plus pâle. Roa, c'est mon fils. Nous pouvons trouver un arrangement. Le pouvons-nous? A demandé Roa. Parce que de là où je suis, il vient de commettre plusieurs crimes graves et a menacé d'exposer une opération qui nous rapporte beaucoup d'argent à tous les deux. Ce n'est pas le genre de problème qui se règle avec une conversation. J'ai réalisé qu'ils discutaient de savoir s'ils allaient me laisser partir vivant. Le calme que j'avais ressenti plus tôt a été remplacé par de l'adrénaline pure alors que mes instincts de survie se déclenchaient. Je devais sortir Charlie et moi-même de cet entrepôt et j'avais besoin de preuves qui feraient tomber toute cette opération. Écoutez, ai-je dit en gagnant du temps pendant que je formulais un plan. Je veux juste récupérer mon chien.
Je me fiche de votre entreprise. Roi Harry. Bien sûr que non. C'est pourquoi tu as passé des semaines à nous traquer et à entrer par effraction dans notre établissement. Parce que tu t'en fiches. Je tiens à Charlie, ai-je dit. C'est tout. Eh bien, Charlie ne part pas d'ici, a dit Roy. Et toi non plus, à moins que nous puissions parvenir à une sorte d'entente. C'est là que j'ai joué ma première carte. Le détective Torres ne va pas être content quand il découvrira que vous êtes passé de la cruauté envers les animaux à la menace de civils. L'expression confiante de Roy a vacillé légèrement. Que sais-tu sur Torres? Je sais qu'il prend votre argent pour regarder ailleurs. Ai-je dit, regardez la réaction de Roy a confirmé mes soupçons. Je sais aussi que cela fait de lui un complice de tout ce qui se passe dans cet entrepôt. Papa s'est avancé. Bobby, arrête de parler. Tu aggraves les choses. Pire pour qui? Ai-je demandé. Pour toi? Pour ton partenaire commercial ici? Ou pour les dizaines d'animaux torturés dans cet endroit? Ce n'est pas de la torture, a insisté papa, mais sa voix manquait de conviction. J'ai sorti mon téléphone, m'assurant qu'il pouvait le voir. Pourquoi ne laisserions-nous pas un jury décider que j'ai des heures de documentation vidéo de cet endroit? La main de Roy a bougé vers sa veste, et j'ai réalisé qu'il pouvait être armé. Mais avant qu'il ne puisse dégainer quoi que ce soit qu'il cherchait, j'ai joué ma deuxième carte. Les enregistrements sont déjà téléchargés. J'ai menti avec assurance. Sauvegarde automatique dans le cloud. S'il m'arrive quelque chose, ils vont directement au FBI. C'était un bluff complet, mais Roy ne le savait pas. Il s'est figé, la main à mi-chemin de sa veste. Tu mens, a-t-il dit. Mais l'incertitude s'est glissée dans sa voix. Vraiment, ai-je demandé. Tu veux tester cette théorie? La vérité était que je travaillais avec l'agent du FBI Lisa Carson depuis une semaine. Après ma conversation avec le détective Torres. J'avais fait des recherches et découvert que les autorités fédérales enquêtaient déjà sur des opérations de combat d'animaux dans notre région. L'agent Carson avait été très intéressé par mes informations sur l'entrepôt de Roy, surtout quand j'ai mentionné l'angle potentiel de corruption policière. Je portais un micro depuis 3 nuits, bien que l'enregistrement de ce soir soit juste sur mon téléphone puisque je ne m'attendais pas à entrer réellement dans le bâtiment. L'agent Carson savait où j'étais et quand j'étais censé me signaler. Si je ne l'appelais pas avant 4 heures du matin, elle avait promis d'envoyer des renforts. Voici ce qui va se passer. Ai-je dit, projetant une confiance que je ne ressentais pas. Charlie et moi sortons d'ici. En échange, je vous donne 10 minutes d'avance avant que les autorités n'arrivent. 10 minutes, a grogné Roy. Tu penses que 10 minutes suffisent pour fermer une opération de cette taille? C'est assez de temps pour disparaître si vous êtes intelligent, ai-je dit. Ce que vous feriez mieux d'être, car l'alternative est de passer les 20 prochaines années en prison fédérale. Papa regardait alternativement Roy et moi comme s'il regardait un match de tennis. Bobby, s'il te plaît, pense à ce que tu fais. Pense à la famille. Je pense à la famille, ai-je dit. Je pense à la façon dont ma famille a vendu le meilleur ami de son fils pour être torturé contre de l'argent. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a dit papa. Et pour la première fois, il semblait sincèrement plein de remords. Comment c'était censé se passer, ai-je demandé. Roy a dit qu'il avait besoin de chiens doux pour des programmes d'élevage. Il a dit que Charlie vivrait dans une belle ferme avec d'autres chiens. Même Roy semblait dégoûté par la naïveté de papa. Jésus d'Ève, tu as vraiment cru ça? Le regard sur le visage de papa m'a dit qu'une partie de lui avait toujours su la vérité, mais avait choisi de croire le mensonge confortable. La culpabilité et la honte dans son expression étaient presque suffisantes pour me faire ressentir de la pitié pour lui. Presque. 10 minutes. J'ai répété, faisant un pas vers la porte avec Charlie. Les compagnons de Roy ont bougé pour bloquer notre chemin, mais Roy a levé une main pour les arrêter. Laisse-les partir, Roy, l'un des hommes, a questionné. Laisse-les partir, a répété Roy, sa voix fatiguée. C'est fini de toute façon. Trop de gens connaissent cet endroit maintenant. J'ai marché lentement vers la sortie, m'attendant à ce que quelqu'un nous arrête à tout moment. Charlie restait pressé contre mes jambes, encore trop traumatisé pour montrer un signe de soulagement ou de joie. Quand nous avons atteint la porte, je me suis retourné une dernière fois. Papa, ai-je dit, quand le FBI viendra t'arrêter, souviens-toi que tu as choisi ça. Il n'a pas répondu,
juste resté là, l'air brisé et vaincu sous l'éclairage cru de l'entrepôt. Charlie et moi sommes sortis dans la nuit pluvieuse, tremblant tous les deux d'adrénaline et de choc. J'ai appelé l'agent Carson depuis ma voiture et lui ai dit qu'il était temps de bouger. Puis j'ai conduit directement à la clinique d'urgence du Dr Wells où elle attendait pour examiner Charlie et documenter ses blessures comme preuve. Les heures suivantes se sont passées dans un flou d'interrogatoire de police, de collecte de preuves et de soins vétérinaires. Les blessures physiques de Charlie étaient importantes, mais ne mettaient pas sa vie en danger. Son traumatisme psychologique prendrait beaucoup plus de temps à guérir, mais le Dr Wells était optimiste qu'il pourrait récupérer avec de la patience et des soins appropriés. Au lever du soleil, j'ai appelé mon patron et j'ai démissionné. Puis j'ai appelé un agent immobilier et j'ai commencé à chercher un endroit à louer aussi loin de ma famille que possible. Charlie et moi allions recommencer quelque part de nouveau, quelque part à l'abri des gens qui nous avaient trahis tous les deux. La confrontation avec ma famille était encore à venir, mais j'y étais prêt. J'avais des preuves, des témoins et des agents fédéraux pour me soutenir. Plus important encore, j'avais récupéré Charlie, et je n'allais plus jamais laisser personne lui faire du mal. Les arrestations ont commencé à l'aube. Des agents fédéraux ont fait une descente dans l'entrepôt, la maison de Roy et plusieurs autres propriétés liées au réseau de combat. Ils ont trouvé assez de preuves pour porter des accusations contre des dizaines de personnes, y compris cruauté envers les animaux, rackets, jeux illégaux et complots, des accusations qui mettraient les principaux acteurs derrière les barreaux pendant des décennies. Le détective Torres a été arrêté à son domicile pour corruption. L'enquête a révélé qu'il recevait des paiements mensuels de Roy depuis plus de 2 ans, le prévenant des raids potentiels et détournant les enquêtes de l'entrepôt. Sa carrière était finie et il risquait une peine de prison importante. Mon père a été arrêté sur son chantier de construction, emmené menotté sous le regard choqué de ses collègues. Les nouvelles locales ont couvert l'histoire en détail. Le décrivant comme un homme d'affaires local respecté qui avait secrètement investi des milliers de dollars dans des opérations de combat d'animaux illégales. Maman m'a appelé en pleurant après avoir vu sa photo d'identité judiciaire aux nouvelles du soir, mais je ne pouvais pas me résoudre à ressentir de la pitié pour l'un ou l'autre. La partie la plus difficile a été de témoigner au procès 6 mois plus tard. J'ai dû m'asseoir dans une salle d'audience et décrire en détail ce dont j'avais été témoin dans cet entrepôt pendant que mon père était assis à la table de la défense, refusant de croiser mon regard. Le procureur a utilisé mes enregistrements et mes séquences vidéo pour monter un dossier qui ne laissait aucune place au doute raisonnable. Charlie et moi avions déménagé au Colorado à ce moment-là, louant une petite maison avec une cour clôturée près des montagnes. J'avais trouvé du travail dans une entreprise de logiciels qui me permettait de travailler à distance, et nous passions nos journées à faire de la randonnée sur les sentiers et à reconstruire lentement la confiance qui avait été brisée par son épreuve. Le Dr Wells avait eu raison sur sa récupération physique. En 3 mois, les blessures de Charlie avaient complètement guéri et il avait repris le poids qu'il avait perdu. Sa guérison psychologique a pris plus de temps, mais avec de la patience et une gentillesse constante, des aperçus de son ancienne personnalité ont commencé à émerger. Il a appris à faire confiance à nouveau, à jouer à nouveau, et finalement à accueillir de nouvelles personnes avec un optimisme prudent au lieu de la peur. J'ai rencontré Amanda à la clinique vétérinaire où j'emmenais Charlie pour des contrôles réguliers. Elle était technicienne vétérinaire spécialisée dans la récupération post-traumatique pour les animaux maltraités. Et elle a compris immédiatement pourquoi Charlie tressaillait aux mouvements brusques et prenait du temps pour s'habituer aux étrangers. Elle ne l'a jamais forcé à l'affection, le laissant l'approcher selon ses propres termes jusqu'à ce qu'il décide finalement qu'elle était sûre. Amanda et moi avons commencé à sortir ensemble, construisant lentement notre relation autour de notre amour partagé pour les animaux et notre engagement à protéger les vulnérables. Elle a emménagé avec nous après 8 mois, et Charlie l'a accepté comme faisant partie de notre meute avec un enthousiasme qui m'a dit qu'il approuvait mon choix. Roy Martinez a été condamné à 15 ans de prison fédérale pour avoir dirigé le réseau de combat. Mon père a reçu 5 ans pour son implication financière, plus des amendes substantielles qui ont forcé mes parents à vendre leur maison. Emma et maman ont reçu des travaux d'intérêt général et une probation pour leur rôle dans la vente initiale, bien que leur peine ait été plus légère puisqu'elles ont prétendu ignorer où Charlie allait finalement. J'ai reçu une lettre de maman environ 1 an après le procès. Elle s'excusait en larmes pour tout ce qui s'était passé et me suppliait de pardonner à la famille. Elle a dit que papa suivait une thérapie en prison et avait enfin compris à quel point il avait eu tort. Elle a dit qu'Emma se sentait terrible à propos de son rôle dans la vente de Charlie et voulait se racheter d'une manière ou d'une autre. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai classée sans répondre. Le pardon pourrait venir un jour, mais la confiance était quelque chose qui,
une fois brisée si complètement, ne pourrait jamais être entièrement reconstruite. Charlie et moi avions appris que la famille n'était pas une question de lien du sang. C'était une question de loyauté, de protection et d'amour inconditionnel. Le jour où Charlie a finalement joué à rapporter à nouveau a été un tournant pour nous deux. Nous faisions de la randonnée dans le parc national des Rocheuses, et il s'est soudainement mis à courir après un bâton que j'avais lancé, sa queue remuant de pure joie alors qu'il le ramenait et le déposait à mes pieds. Pour la première fois depuis plus d'1 an, il ressemblait au chien heureux et confiant dont je me souvenais d'avant que notre monde ne s'effondre. « Bon garçon », ai-je dit en le grattant derrière les oreilles alors qu'il s'appuyait contre mes jambes. On s'en est sorti, n'est-ce pas? Amanda a pris des photos de nous ce jour-là qui sont maintenant encadrées dans notre salon. Charlie a l'air en bonne santé et compte, son pelage doré brillant au soleil de la montagne. J'ai l'air plus vieux que mon âge, marqué par tout ce que nous avons survécu ensemble, mais sincèrement heureux pour la première fois depuis que le cauchemar a commencé. Le démantèlement du réseau de combat a conduit à des enquêtes plus larges qui ont fermé des opérations similaires dans 3 États. Des dizaines d'animaux ont été sauvés et réhabilités. Le Dr Wells a lancé une organisation à but non lucratif pour aider à financer des programmes de récupération pour les chiens de combat, et Amanda et moi sommes devenus des bénévoles réguliers. Nous sommes restés en contact avec certaines des autres familles dont les animaux avaient été vendus au réseau de Roy. La plupart des animaux ont finalement été réunis avec leur famille d'origine, bien que certains aient été trop endommagés par leurs expériences pour récupérer complètement. Nous avons formé un groupe de soutien informel qui se réunissait tous les mois pour partager des nouvelles et des ressources pour aider les animaux traumatisés à guérir. 2 ans après le sauvetage, Charlie est devenu un chien de thérapie certifié. Sa nature douce et sa résilience évidente le rendaient parfait pour visiter les hôpitaux et les maisons de retraite où sa présence apportait du réconfort aux personnes confrontées à leurs propres batailles difficiles. Le regarder apporter la guérison aux autres a aidé à compléter son propre voyage de récupération. Je pense souvent à ce qui se serait passé si j'avais écouté ma famille et que j'étais passé à autre chose comme il l'avait suggéré. Charlie serait mort dans cet entrepôt, utilisé et jeté par des gens qui ne le voyaient que comme un outil pour entraîner des tueurs. Des dizaines d'autres animaux souffriraient encore. L'opération de Roy fonctionnerait toujours, et la corruption qui la protégeait serait toujours cachée. Se lever pour ceux qui ne peuvent pas se protéger n'est jamais facile. Et cela coûte parfois plus que ce que nous pensons pouvoir nous permettre de payer. Mais l'alternative est de permettre au mal de prospérer pendant que nous détournons le regard et nous disons que ce n'est pas notre responsabilité. Charlie m'a appris que l'amour signifie se battre pour quelqu'un même quand le monde entier vous dit d'abandonner. Cela signifie choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est pratique. Même quand ce choix vous isole des personnes sur lesquelles vous pensiez pouvoir compter. Plus important encore, cela signifie comprendre que parfois la famille que vous choisissez est plus forte que la famille dans laquelle vous êtes né. Ces jours-ci, Charlie accueille chaque matin avec le même enthousiasme qu'il avait quand il était chiot. Son traumatisme s'est transformé en résilience et sa douleur en sagesse. Il m'a appris que la guérison est possible même après les pires trahisons et que la confiance peut être reconstruite avec de la patience et une gentillesse constante. Nous avons créé une vie remplie de randonnées en montagne, de soirées douillettes au coin du feu et du genre de bonheur paisible qui ne peut venir qu'après avoir survécu à quelque chose dont vous n'étiez pas sûr de sortir. Charlie a tout ce dont il a besoin. Un lit chaud, des repas réguliers, des soins médicaux quand il en a besoin, et des humains qui préféreraient mourir plutôt que de laisser quiconque lui faire du mal à nouveau. Parfois je me demande si ma famille pense jamais à ce qu'elle a perdu quand elle a choisi $1600 plutôt que la loyauté et l'amour. Mais surtout, je suis juste reconnaissant que leur trahison nous ait amené à découvrir à quel point nous étions vraiment forts et à quel point la vie pouvait être belle lorsqu'elle était construite sur une fondation de soins et de protection authentique.